Aller chercher la chance, c'est toujours compliqué. Donc, il vaut mieux chercher à bien faire son boulot. Et à un moment, la chance, on provoque la chance, quoi. Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Jean-Daniel Guyot, le fondateur de Capitaine Train. De 2009 à 2017, Capitaine Train a tout simplement mieux vendu des billets de train que les autres et s'est efforcé de faire toujours la même chose, toujours mieux, jusqu'à se faire racheter. Depuis, Jean-Daniel continue son travail chez Trainline et se lance dans de nouveaux projets autour de la banque et de l'éducation. On parle d'abord d'éducation et d'inégalité des chances, une inégalité qui commence dès la crèche et qu'il veut t'aider à combattre. Il livre ensuite de nombreux conseils d'entrepreneuriat avec au centre la nécessité de ne pas réinventer la roue. On parle de Capitaine Train, de patience et de ce que ça fait de devenir millionnaire. Enfin, on parle de compétition et de l'importance de s'en extirper. Dans cet épisode, il y a beaucoup de conseils et de ressources pour toutes les personnes qui ont un projet ou souhaitent en lancer un. Pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée, c'est ce qui m'aide le plus et bonne écoute. Eh bien, bonjour, Jean-Daniel Guyot. Merci de venir sur Nouvelle École. Bonjour. Je suis très content de te recevoir. Je vais te présenter rapidement. Tu es, alors actuellement, tu me coupes si je me trompe, hein. Mais actuellement, je crois que tu es directeur international chez Trainline encore. Tu es toujours CEO de Capitaine Train. Oui. Que Trainline a acquis. C'est la même chose, mais oui. C'est la même chose ? Ouais. Ok, c'est parce que je t'ai entendu le dire de différentes manières et je voulais voir si vous n'aviez pas encore des équipes séparées dans la boîte. On s'appelle plus Capitaine Train. Ouais. Mais bon, la structure qui existait existe toujours. Vous avez gardé une équipe similaire, quoi. Oui. Et tu es donc toujours CEO de Capitaine Train que Trainline a acquis en 2016, oui. Je crois. Donc, pour rappeler brièvement, Capitaine Train, c'était quand vous l'avez créé en 2009, c'était un service en ligne pour acheter des billets de train beaucoup plus facilement et rapidement que ce que proposait la SNCF à l'époque, puisque la SNCF à l'époque avait un service assez moyen, quoi, pour le dire gentiment. Ouais, je le dirais autrement, mais... Oui. Tu dirais comment ? Alors déjà, on concurrençait pas vraiment la SNCF, on concurrençait sa filiale privée qui s'appelle voyagesncf.com. Et c'est vrai qu'on a commencé un peu comme ça, c'est-à-dire dans l'opposition en disant on va faire un truc mieux. C'est comme ça qu'on progresse, quoi. Et en fait, on s'est très vite devenu européen, en fait. Donc on a pas que concurrencé Voyage SNCF, on a concurrencé d'autres canaux de distribution. Mais la SNCF en elle-même, on la concurrence pas puisque c'est notre principal partenaire en France. Oui, c'est votre business model, c'est que vous aidez la SNCF à vendre des billets. On remplit ses trains et derrière, elle nous paye pour cette distribution qu'on fait. Donc c'est notre partenaire. Alors on va parler de tout ça parce que tu me fais un peu penser à d'autres entrepreneurs qui sont passés sur Nouvelle École, du genre Jean-Charles Samuelian qui fait Alan, où il y a un côté, vous prenez des marchés ultra compliqué, pas forcément, tu sais, même toi parfois t'en parles, pas forcément sexy, et justement vous allez prendre toutes les pièces du puzzle une par une et voir où est-ce que vous pouvez entrer et ensuite créer quelque chose de complètement différent là-dedans. Alors on va parler de tout ça, mais avant de parler de ça, là tu es en train de te remettre à entreprendre sur de nouveaux projets. Mm-hmm. Je crois, si j'ai bien vu, t'en as deux. Tu as Trust BK qui est donc Trust Bank en quelque sorte, qui est une banque en fait pour les entreprises, je crois. Oui. Et tu as un autre truc qui s'appelle j'avais le nom un peu comme ton podcast. Oui, c'est ça. C'est École Ambition. École Ambition. J'ai fourché. Et je voulais qu'on parle de ça d'abord parce que École Ambition, forcément, ça m'a interpellé. Je crois que c'est une crèche ou en tout cas une petite école pour les enfants de 0 à 12 ans. Oui. Et alors, est-ce que tu peux me parler de ça parce que ça m'a vraiment intrigué. J'ai pas réussi à trouver spécialement d'informations là-dessus. Oui, pour l'instant, on est toujours en recherche beaucoup sur ce sujet-là. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'informations, mais on va le faire au fur et à mesure. C'est aussi du philanthropique, donc il n'y a pas de... On cherche pas des clients, quoi. C'est pas un business. Donc là, on est en train plutôt de préparer c'est pas un business. Donc on prépare le terrain, on prépare le projet, mais on n'a pas de publicité spécifique à faire. On n'a pas à faire connaître globalement ce sujet-là. On veut faire notre petit truc, notre produit, notre école et voir comment ça évolue. L'idée étant que, en fait, on part d'un constat qui moi m'a absolument scandalisé, qui est que la France est l'avant-dernier pays de l'OCDE en termes d'égalité des chances. Alors que moi j'avais toujours vu liberté, égalité, fraternité sur tous les frontons de toutes les écoles, et en réalité on est un pays qui n'est pas du tout
d'égalité des chances, c'est-à-dire qu'il y a un déterminisme énorme en fonction du lieu de naissance. On peut définir avec un pourcentage assez fou là où va arriver une personne en fonction de son lieu de naissance. Et ça se joue très tôt, parce qu'en fait, on se rend compte aujourd'hui que bon, les humains fonctionnent un peu différemment de ce qu'on avait pensé, et c'est pas ils naissent et puis on doit les remplir d'informations, puis à un moment ils ont assez d'informations pour qu'on les lâche et qu'ils vivent leur vie. Ça fonctionne pas du tout comme ça. Donc c'est pas une question de une personne n'a pas eu accès à assez d'informations ou assez de bons profs ou assez de choses dans sa vie et on l'a pas assez rempli. C'est pas du tout, ça marche pas du tout comme ça. Ça marche en fait par des phases d'acquisition, et ça démarre au premier jour en fait. Tu veux dire qu'il y a des paliers ? Il n'y a pas des paliers, il y a des moments de sensibilité. Donc ça, c'est des choses qui sont des intuitions qu'ont eu beaucoup de gens au début du XXe siècle sur des sensibilités des enfants et de nous-mêmes, enfin adultes même, à certaines choses. On le voit très bien dans le monde animal. Puis on est aussi des animaux. Et on a eu cette idée qu'on avait une sorte de cerveau et qu'il fallait le remplir. C'est une sorte d'intuition assez forte qu'on a eue et qui a été imaginée, puis après on l'a un peu acquise, quoi. Alors qu'en fait, on marche pas du tout comme ça. On a des moments d'acquisition, des moments de sensibilité dans lesquels on va justement acquérir hyper facilement des choses de manière hyper naturelle. Donc la marche, la lecture, compter. Et ces moments, c'est les mêmes pour tout le monde à peu près ? Et tout le monde a un peu les mêmes moments, mais pas du tout au même moment. Ok. Tout le monde a les mêmes moments de sensibilité, mais pas au même moment. Et chacun est différent. Et n'importe qui a vu des enfants, qui a eu des enfants, le voit. Il y a des enfants qui commencent à marcher hyper tôt, d'autres plus tard, et chacun est différent. Et en fait, ce dont on a beaucoup l'intuition, c'est qu'il faut respecter ces moments de sensibilité parce qu'ils sont ultra performants en fait. Dès qu'on les respecte, on peut sans effort permettre à l'enfant d'acquérir des choses. Et ça joue dès la naissance. Et du coup, c'est pas la question en fait, c'est surtout de permettre d'avoir cette éducation individualisée aux enfants pour que l'éducation soit la plus efficace possible. Donc ça, je le dis tout de suite, c'est basé sur énormément d'intuition et très peu de science. Et c'est ça le drame en fait de l'éducation de manière générale, c'est qu'il y a très peu de science. La science de l'éducation, c'est le parent pauvre de toutes les sciences. Comment ça se fait ? Moi, je pensais que énormément de gens avaient pensé à notre éducation avant de nous mettre dans des écoles. Et en fait, beaucoup de gens ont pensé, mais très peu de gens ont validé. Et parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, mais il y a pas d'argent, quoi. C'est beaucoup plus marrant d'aller mettre de l'argent dans du nucléaire, dans des trucs, mais dans de la physique pure, dans les maths et tout, mais il y a peu d'argent sur les sciences humaines de manière générale, et encore moins d'argent sur les sciences de l'éducation. Pourtant, j'aurais tendance à penser qu'on a fait des recherches là-dessus, ne serait-ce que pour vendre des produits aux enfants. En marketing, non ? Non, alors marketing peut-être. Tu sais, des études de comportement, à quel moment les enfants vont avoir des prédispositions pour tel type d'apprentissage ou tel type d'expérience. Non, même là-dedans, on se rend compte que de manière générale, les jouets sont très peu appropriés. Il y a peu de jouets en fait très intéressants pour les enfants, mais on le voit hyper vite avec des enfants. C'est-à-dire, on peut leur donner un jouet, on a l'impression qu'ils vont l'utiliser d'une certaine façon. En fait, ils font complètement l'inverse. Ils le tapent sur les murs. Voilà, parce que ils vont être sensibles à certaines choses et l'autre va pas du tout les intéresser. Alors après, on construit son esprit, puis au fur et à mesure, on arrive tous à un peu la même étape. Et quand on a, je sais pas, 12 ans et qu'on donne un Lego technique, on va commencer à construire des choses. Mais avant ça, les jouets finalement sont très peu. C'est assez surprenant pour les parents quand on leur dit ça. Beaucoup de parents pensent que il faut beaucoup de jouets pour éveiller les enfants, alors qu'en fait des choses hyper simples, un bâton qu'on tape ou un papier qu'on va frotter, qui va faire du bruit, des choses. Toi, tes parents? Moi, je suis papa d'une petite fille. Oui. Depuis qui a quel âge? 2 ans et demi. Ok, d'accord. Donc t'es en plein dans ces réflexions. Je le vois. C'est-à-dire que j'ai étudié ça pendant assez longtemps.
Et là, je le vois. C'est encore plus marrant. T'as étudié ça sur le côté? T'as lu? J'ai lu plein de choses. J'ai écouté plein de choses et plein de gens hyper intéressants, notamment à Paris, en France de manière générale, il y a une sorte d'effervescence en ce moment sur l'éducation. Beaucoup de choses qui se sont faites aux États-Unis, aussi beaucoup de choses très intéressantes, mais encore une fois, peu de validation scientifique. C'est souvent la problématique de l'éducation, c'est souvent des dogmes. Et certaines personnes vont dire, moi, mon dogme, c'est Maria Montessori. Donc, des écoles qui vont dire, nous, on fait du Montessori. On fait du vrai Montessori. Qu'est-ce que c'est Montessori déjà pour les personnes qui écoutent? Alors, Montessori, il y a plein de sauces, c'est ça, mais... Non, il y a plein de personnes qui ont fait de la recherche sur l'éducation. Montessori est peut-être la plus connue, mais il y en a plein d'autres. Freinet, Steiner, enfin il y en a plein. Ça s'est beaucoup passé au début du XXe siècle. Au début du XXe siècle, en fait, on ne sait pas, mais la science qui était la plus comment dire, où il y avait le plus d'effervescence, c'était la science de l'éducation. Et on avait des congrès incroyables qui se passaient en Europe, notamment avec des chercheurs qui venaient des US, plein de chercheurs européens, notamment France et Italie, des chercheurs d'Inde, et plein de gens qui se mettaient à réfléchir à comment on pouvait éduquer, parce que c'était le boom de l'éducation tout simplement. Hein. Avant, c'était l'école obligatoire. Oui. C'est plein de enfants d'un coup, des millions d'enfants se sont retrouvés dans le système de l'éducation, et on s'est dit tiens, faut quand même qu'on réfléchisse à ce qu'on va leur faire. Et donc il y a eu plein de dogmes qui en sont sortis, dont des gens qui disaient, comme Montessori d'ailleurs, il faut surtout que ça soit pas un dogme, ça devient un dogme, et on se dit, comme il n'y a pas de science, en fait, ce que tu appelles la science, ce serait de mettre des hypothèses et de les vérifier par des choses qu'on peut mesurer, c'est ça? Sur des cohortes, voilà, exactement. Et c'est hyper dur. C'est hyper dur parce qu'en fait, si on veut vérifier quelque chose, si on veut se dire, je pense que cette méthode de lecture est meilleure que celle-là, il faut la vérifier sur deux échantillons et les suivre sur longtemps, sur 40 ans, quoi. Donc ça coûte hyper cher, c'est dur il faut rester hyper rigoureux, et voilà, on se dit pas, on va mettre l'argent. Il faut des générations de chercheurs qui suivent. Enfin, c'est hyper compliqué à mettre en place. Et derrière, on voit pas. En fait, le problème de tous ces problèmes d'éducation, c'est que ça ne suit pas un rythme politique. Et généralement, la politique est pourvoyeur de fonds de l'éducation. Et comme la politique suit un rythme, en gros, de 4-5 ans, de court terme, ouais, très court terme. En fait, c'est comme la recherche fondamentale, un peu. C'est pour ça que la recherche fondamentale a tant de mal à trouver des fonds. Voilà. Parce qu'il y a les mêmes problématiques de court terme. C'est exactement ça. Voilà. Et on se dit pas, je vais investir pendant 40-50 ans, personne s'en souviendra. Donc on a la chance quand même en France d'avoir un ministre qui est sensible à ça, une sorte d'effervescence en ce moment sur ça. Mais nous, ce qu'on veut faire, du coup, par rapport à l'école Ambition, c'est permettre cette éducation individualisée, la rendre accessible à des enfants qui en ont besoin. Parce qu'en fait, aujourd'hui, cette éducation, elle existe. En fait, il y a une distorsion de plus en plus importante entre les gens qui ne sont pas conscients des problèmes d'éducation, sont dans des zones pauvres, ne parlent pas français, en plein de paramètres comme ça qui les incitent pas qui leur permet pas d'accéder à cette éducation-là. Et de l'autre côté, des gens qui sont très très conscients de cette problématique-là et qui sortent leurs enfants de l'école publique, quoi, et qui leur donnent accès à plein de choses plus alors on parle souvent d'écoles alternatives, mais disons qui leur donnent accès à leurs intuitions, justement, à ce que tous les jours leurs intuitions soient suivies dans le monde éducatif. Oui, en fait, le problème c'est la passerelle, c'est-à-dire de créer la passerelle entre les services qui se créent, qui sont de la personnalisation, et les gens qui pourraient en avoir besoin. Oui. Moi, ça me parle pas mal parce que j'ai grandi dans un endroit où il y avait pour le coup pas vraiment de passerelle. Et quand bien même toutes ces offres existeraient en France ou dans le monde ou à Paris, ou ne serait-ce que le wagon pour apprendre à coder, ou n'importe quelle école pour apprendre quelque chose, ou en ligne, tout simplement, on n'en avait jamais entendu parler. Mais de la même manière que j'avais jamais entendu parler des écoles d'HEC, disons, quand j'étais dans le village dans lequel j'ai grandi. Jamais entendu parler. J'ai commencé à l'entendre parler quand je suis entré dans d'autres écoles et ce genre de choses. Mais en fait, comme il n'y a pas ne serait-ce que cette passerelle, c'est inenvisageable
C'est juste inenvisageable, quoi, en fait. La problématique des enfants de zones pauvres, c'est pas qu'ils sont moins intelligents que les autres. Ils sont exactement aussi intelligents que les autres. La problématique, c'est deux choses. C'est un, leurs parents sont pas conscients du parcours et de la jungle que c'est pour savoir. Enfin, je veux dire, pour être conscient que si tu veux faire les meilleures écoles, il faut faire S option maths, mais qu'avant, si tu veux avoir fait S option maths, il faut avoir pris allemand première langue option latin parce que tu es sûr de savoir la meilleure prof. Ces genres de considérations, elles sont très loin évidemment des parents qui n'ont pas conscience du système éducatif. Et la deuxième chose, c'est le manque d'ambition. Il y a un nivellement par le bas incroyable. Avec nous, on a des témoignages d'enfants qui sont passés via des conseillers d'orientation, par exemple, où la première question du conseiller ou de la conseillère d'orientation, c'est de quel lycée viens-tu ? Quel est le problème en fait ? Quel est le lien entre la personne et son lycée et son quartier ? Enfin, sous-entendu, la question évidemment derrière ça, c'est de quel quartier viens-tu, quoi. Et en fonction de ce quartier-là, je vais te dire où tu vas arriver. Et ça, je veux pas taper sur les conseillers d'orientation, c'est pas du tout ça, mais c'est juste qu'il y a une sorte de manque d'ambition globale pour ces enfants-là. Et du coup, comme on leur donne pas l'ambition, on leur dit toute leur scolarité, de toute façon, toi, le mieux que tu peux faire, c'est un CAP. Il y a aucun problème à faire un CAP. On peut faire un super truc en CAP. Je crois que c'est même ça le problème, c'est que je me souviens très bien que, alors, pour le coup, moi, j'ai en cours, donc j'étais vraiment dans un tout petit collège de province. Et quand j'avais 15-16 ans, je sais plus la période où je faisais un peu le con en cours et j'étais pas très sérieux. Mais je m'en sortais quand même pas mal. Mais déjà, on a pas mal essayé de me mettre dans des filières manuelles, et je pense que c'était pas le problème. Je pense que le problème, c'est la manière dont ces filières étaient présentées. En fait, tu prends le lycée, ceux qui réussissent au collège ou au lycée, ils continuent. Et ceux qui ne réussissent pas, on leur dit, toi, du coup, par défaut, tu vas dans des filières manuelles ou des filières techno. Donc, comme si les filières techno étaient pour ceux qui ne réussissent pas la filière générale, que c'était des filières par défaut quand tu peux pas faire mieux, alors que c'est débile, puisqu'il y a des gens qui sont très doués avec leurs mains, qui font des choses super et qui sont juste qui aiment moins, par exemple, écrire des dissertes. Mais il y a déjà une dévalorisation de ça dès le départ qui est absurde, je trouve. Et alors vraiment, là où j'ai grandi en tout cas, moi, je suis passé à travers parce que j'ai ma famille qui venait notamment de Paris, etc. Mais la grande majorité de mes amis de l'époque sont, au bout d'un moment, on dit ok, je vais en techno, je vais faire un BEP, je vais faire un CAP. Ce qui premièrement ne devrait pas être dévalorisé, et en plus l'était, et on les forçait plus ou moins à aller là-dedans, je trouvais, quoi. Et on leur avait pas ouvert toutes les options. C'est ça. Voilà, donc c'est tout un système qui est un peu améliorable, on va dire. Encore pour utiliser un euphémisme. Et ce qu'on veut faire, c'est donc le problème, c'est que la divergence, en fait, elle se crée très tôt. Et elle se crée quasiment avant la crèche. C'est-à-dire on voit une différence déjà à l'arrivée en crèche entre les enfants qui ont été exposés à des bonnes pratiques et ceux qui n'ont pas du tout été exposés à des bonnes pratiques. Ça se manifeste comment ? Et ça se manifeste par des choses hyper simples. Alors, il y a des gens qui travaillent dessus. Il y a des super initiatives là-dessus. Et en fait, on trouve par exemple à l'arrivée en crèche des enfants qui arrivent. Donc il y a des études qui ont été sorties, je crois, par l'Institut Montaigne et par Terra Nova sur ça, hyper intéressantes à lire. Notamment quelqu'un qui s'appelle Florent Bonneman qui a travaillé à Terra Nova et qui fait d'autres choses en ce moment et qui on parle beaucoup, mais plein d'autres personnes. Et lui, ce qu'il dit, c'est simple. À l'arrivée en crèche, il y a des enfants qui maîtrisent en gros 500 mots de vocabulaire en moyenne. Et des enfants qui maîtrisent 1000 mots. Et la différence entre les deux, elle paraît en fait pas si énorme. Je veux dire 500 mots, c'est pas grand chose. Mais en fait, donc ces enfants qui maîtrisent 500 mots généralement viennent de milieux défavorisés, et les enfants qui viennent de milieux favorisés maîtrisent 1000 mots. Ah, mais il y a un effet compounding en fait. C'est ça, et en fait, c'est comme si on prend deux courbes. Et on est au tout début de la courbe, donc évidemment, on voit pas trop la différence. 500 mots, c'est pas grand-chose. Et finalement, en fait, au fur et à mesure, cette divergence va être augmentée par l'éducation. Boule de neige un peu, quoi. Ouais, c'est vraiment un effet boule de neige. Je sais pas si t'as lu, j'arrête pas de glisser. Je sais pas si t'as lu le livre Outliers de Malcolm Gladwell. Non. Qui parle il appelle ça l'histoire du succès, et il va te prendre plein de types qui ont énormément de succès, donc que ce soit Bill Gates ou des joueurs de hockey professionnels, et ils te montrent à chaque fois comment leur environnement
à façonner leur succès. Et il prend l'exemple dans le premier chapitre, je crois, des joueurs de hockey professionnels au Canada. Et en fait, il remarque que dans une équipe de hockey professionnel, tous les joueurs à l'âge adulte sont nés plus ou moins le même mois, en fait, parce que c'est le mois du début de la saison qui fait qu'ils ont 11 mois d'avance sur les autres. Enfin, il y a une histoire comme ça, je sais pas si je me trouve en logique. Et du coup, à chaque année, ils sont plus grands et meilleurs que les autres, et donc ils sont sélectionnés pour être dans les meilleurs groupes, et donc ils sont avec les meilleurs, et donc en fait cet effet boule de neige fait qu'ils deviennent pros. Et si tu nais dans le mois qui n'est pas favorisé, tu n'as quasiment aucune chance de devenir professionnel. Et ça, je trouve ça hyper intéressant aussi. Ouais, c'est exactement ça. À quel point l'environnement est ce déterminisme dont je parlais qui est horrible a posteriori, quoi. Et quand on arrive à du succès ou à être heureux dans sa vie, à se dire je suis content parce que voilà, mes parents m'ont mis dans la bonne direction et finalement à la fin je suis content de ce que j'ai fait. On se rend compte à quel point en fait d'autres n'ont pas eu cette chance-là, mais c'est pas de leur faute, c'est pas parce qu'ils manquent de talent, c'est pas parce qu'ils manquent d'intelligence, c'est juste que l'environnement et les systèmes leur a pas donné des chances égales. Donc, c'est en plus, je trouve que ce qui est dommage, c'est que il y a ce déterminisme qui n'est pas spécialement avoué ou reconnu, et ensuite il y a toute une mythologie de si tu travailles beaucoup, tu vas avoir du succès, si tu travailles plus que les autres, tu vas gagner plus d'argent, qui n'est pas complètement fausse, mais qui peut pas expliquer toute la situation. Et du coup, il y a vraiment qu'une partie. Ouais, et puis il y a une culpabilisation générale, parce qu'en ce moment, il y a toute une c'est le thème du hustle, il faut travailler 24 heures par jour, et en fait, je pense que quand tu fais ça et que tu n'as pas le sentiment d'avoir le même succès que d'autres, il y a vraiment une culpabilisation très forte de attends, mais en fait, tu devrais même pas prendre tes 5 minutes pour regarder Netflix, tu devrais tout le temps travailler, tu sais. Et je trouve que ça crée une culture très anxiogène, en fait, quoi. Oui, exactement. Et c'est triste parce que la différence quand tu arrives à la fin des études, quand tu as 20 ans, 21 ans, en fait, elle est déjà faite, quoi. Elle est déjà énorme. C'est ça que tu appelles les moments de sensibilité, un peu, c'est que t'as pas eu les mêmes chances que les autres au bon moment, c'est ça? T'as pas eu les mêmes t'as pas eu les mêmes le chances, même input, quoi, mais je veux dire, ça commence à un mois, quoi. Ouais. Voilà. Et donc ce qu'on veut faire, c'est mettre à disposition l'éducation individualisée, notamment des crèches et les maternelles, et continuer sur les classes primaires. Mais on pense que c'est ça qui est essentiel. Pour donner une idée, en milieu défavorisé, les milieux défavorisés ont 4 fois moins accès à la crèche que les milieux favorisés. Rien que sur ça, sur l'aspect social des enfants, sur leur exposition au langage français, puisque évidemment le langage c'est la base de tout derrière, hein. La maîtrise du langage, du vocabulaire, puis derrière évidemment de la lecture, de l'écriture, c'est vraiment les fondamentaux qui vont derrière faire tout, qui vont donner ses chances en fait à l'enfant. Voilà. Et ce qu'on veut faire, c'est se mettre en zone mixte et en zone défavorisée, qu'on appelle poliment les zones de politique de la ville, donc en zone pauvre pour être clair, et donner accès à cette éducation individualisée. La problématique de ça, c'est que l'éducation individualisée, ça coûte cher. Donc c'est là que j'arrive avec mon background de chef d'entreprise et aussi d'ingénieur informatique. Je pense qu'il y a des façons inexplorées pour améliorer pour réduire le coût de cette éducation individualisée et permettre aux gens qui suivent les enfants d'être beaucoup plus performants, parce que c'est vrai que c'est hyper dur de suivre même 15 gamins, c'est dur, quoi. Quand on commence à le faire, quand t'es tout seul, tu veux dire? Alors généralement des classes d'éducation individualisée pour 30 élèves, il y a deux enseignants. Mais c'est très 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 dur, c'est très peu informatisé, et quand c'est informatisé, c'est très isolé. L'enseignant est généralement très 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 isolé, et la donnée qu'il va pouvoir récupérer sur l'enfant va être en fait localisée pour lui ou pour elle, mais c'est à peu près tout. Et donc après c'est le talent de l'éducateur d'aller utiliser cette donnée pour améliorer l'éducation, mais c'est tout. Et c'est dommage parce qu'en fait cette donnée-là, elle pourrait être utilisée par les parents. Alors dans une autre forme, évidemment, on peut pas donner la donnée brute pour l'éducateur aux parents, mais on peut associer le parent
sur ces différentes phases justement. On peut associer les autres éducateurs, évidemment, parce que là c'est vraiment les écoles qui fonctionnent mal généralement, ce sont les écoles où les éducateurs se parlent. Et justement échangent beaucoup et qui fonctionnent bien, tu veux dire? Oui, qui fonctionnent bien. Oui. Ah pardon. Je suis pas sûr. Les écoles qui fonctionnent bien sont les écoles où les équipes travaillent en équipe justement et se partagent cette donnée-là. Et après il y a un autre sujet encore qui est l'accès de la donnée aux chercheurs, avec la capacité de faire des ponts. Qui permet du coup d'alimenter cette recherche. Voilà, qui permet deux choses, qui permet aux chercheurs de dire, nous on a besoin de cette donnée déjà, parce que on considère qu'elle est importante, c'est là où on va voir des différences peut-être, et de l'autre côté, redonner cette donnée et suivie sur plusieurs années à ces chercheurs. Donc en fait, ce que tu veux, c'est créer un système qui va alimenter plus ou moins tous les acteurs du truc, quoi. Non, ce que je veux, c'est pas créer un système, ce que je veux, c'est créer une école. Ouais. Avec des enseignants et des enfants. Et autour de ça, ce que j'adore faire, moi, c'est justement mettre l'humain au centre. Je déteste la technologie pour la technologie, mais dire, on a plein de moyens aujourd'hui incroyables pour, en anglais on dit empower, pour donner beaucoup plus de puissance en fait et de pouvoir aux humains. Et leur donner la capacité de se dédoubler et je pense qu'on peut mettre énormément de technologie autour de ça. J'ai pas d'idée arrêtée sur le sujet, on a quelques intuitions, mais je pense que mettre pas mal de geeks là-dedans peut faire des trucs incroyables. Voilà. Et donc on peut, je pense, réduire le coût de l'éducation individualisée et donc la rendre accessible à des populations qui en ont vraiment besoin. Et tu sais comment ça va se matérialiser dans le temps qui vient? Moi, je te demande, parce que je trouve ça hyper intéressant comme. On avance, on a l'objectif d'ouvrir une première école à la rentrée 2019. Et l'objectif aussi, c'est de pas ouvrir qu'une école. C'est d'ouvrir, c'est vraiment, on se voit vraiment comme un réseau d'écoles. Et comment vous saurez que ça marche, du coup? C'est, pour l'instant, comme je dis, c'est qu'une intuition. Ouais. Mais ce monde d'éducation ne marche que par ça. Donc, on n'a pas l'impression d'être vraiment différent des autres. Donc, l'idée, c'est déjà de lancer ça, et après d'essayer de valider un maximum de choses, à la fois parce qu'on le voit avec les enfants, tout simplement. On peut très bien voir. Les éducateurs sont très bons à voir ça, à lire dans les enfants. Donc déjà, on peut avoir des premiers signes, et après faire valider ça au maximum par des chercheurs. Ouais, c'est un peu ce que tu dis. Un conseil que tu as l'air de donner souvent, c'est de ne pas réinventer la roue quand tu lances un projet. Oui, ouais. Donc toi, tu utilises vachement tout ce qui existe déjà, quoi. Énormément, oui. Oui, je pense que c'est une grosse erreur qu'on a fait au début de Captain Train. De vouloir réinventer la roue? De vouloir réinventer absolument tout. Mais je pense que tout fondateur a ce premier réflexe, quoi. C'est-à-dire, si je sais faire les choses de manière différente sur un sujet, je dois bien pouvoir le faire sur tout, quoi. Et donc, sans expérience, on se dit, je vais tout réinventer, quoi. Je vais réinventer. Dans ma boîte, il y aura pas de manager. Dans ma boîte, il y aura pas les RH, ça sert à rien. Dans ma boîte, la comptabilité, elle sera toute automatique. Dans ma boîte, enfin, on se met plein de trucs. On se dit, non, mais moi, si je suis une boîte, ça sera, évidemment que ça tournera 100 fois mieux que les autres. Enfin, les autres ont rien compris, quoi. Voilà, on y va avec une sorte de, je sais pas si l'arrogance est nécessaire, mais en tout cas, c'est l'inexpérience qui fait qu'on se dit, tout est possible, quoi. Avec la fougue, tout est possible. Et je pense que effectivement, a posteriori, c'est une énorme connerie. On perd beaucoup de temps. Donc, l'idée, c'est surtout de se concentrer sur son sujet, avoir l'humilité de se dire que d'autres y ont pensé aussi. On n'était clairement pas les premiers à penser à faire un site concurrent de Voyage SNCF en France, par exemple. Et se concentrer sur l'innovation là-dedans, quoi. Sur le client, sur le produit. C'est un truc que je pense beaucoup en ce moment, et justement, t'as pas peur de. Là, c'est donc tu t'es encore avec Trainline, mais tu lances ces deux projets. Enfin, en tout cas, tu réfléchis à ces deux projets. En t'étudiant, disons, j'ai eu le sentiment que tu étais quelqu'un de très concentré tout de même, parce que Capitaine Train, même si tu me dis au début on voulait tout faire, on a fait
moi j'ai le sentiment d'un produit qui est resté très très focus du début à la fin. Quand je l'ai découvert, et maintenant c'est le même produit quasiment, ça y a pas changé quoi. Si les nuances sont subtiles en fait. Mais depuis le début, c'est un produit où tu peux acheter des billets de train, ça va très vite, et il n'y a pas de pub, il n'y a pas de nouvelles offres. Vous n'êtes pas diversifié. Enfin, j'ai pas eu le sentiment, mais si vous avez fait une offre business à un moment, vous n'êtes pas diversifié comme Airbnb peut se diversifier par exemple, à créer des expériences de voyage. Vous n'êtes pas devenu une agence de voyage, en fait, vous êtes toujours resté une sorte de billetterie. Et du coup, là, t'as pas tu sors un peu de cette espèce de focus, non, en faisant plusieurs projets en même temps. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais j'ai la chance de savoir de mieux en mieux déléguer et d'avoir énormément travaillé sur comment on fait travailler les talents ensemble pour que aujourd'hui on travaille ensemble quoi. Enfin je travaille avec des talents extraordinaires qui permettent de démultiplier l'impact quoi. Et ça c'est ça qui me permet de faire plusieurs projets en même temps. Ce que j'aime énormément, c'est la stratégie, surtout. Je pense que j'aime bien penser à des sujets, à des industries, et à comment on pourrait les améliorer. Je pense jamais qu'on peut révolutionner ou transformer fondamentalement, mais je pense qu'on peut apporter sa petite touche. Et sur l'aspect de se concentrer sur un sujet, je pense que ça c'est vraiment on dit toujours, hein, le design, c'est savoir dire non. Nous, on a une approche très design, donc on dit tout le temps non. La première question de tout journaliste, c'est quand est-ce que Captain Train ou Trainline fait de l'avion ? Jamais. Mais ça, c'est hyper dur pour. Mais ça m'intéresse. J'arrive à un moment je prends souvent l'exemple de ce podcast. Ça me fait des bons cas pratiques à chaque fois. J'arrive à un moment où ça commence à marcher pas mal, disons, le podcast en audio. Et il y a beaucoup de gens qui me disent mais pourquoi tu fais pas ça et de la vidéo et pourquoi tu fais pas ce genre de format et ce genre de format. Et au début je dis non parce que je sais que le produit que je fais c'est ce que je dois faire, et en fait ça devient difficile avec le temps parce que plus t'as de gens qui te disent ça, plus tu finis par pas douter mais à un moment te dire mais peut-être que je rate une grosse opportunité, tu vois. Et je trouve ça difficile de se dire je reste focalisé sur ce petit truc qui me paraît bien et je ne touche à rien d'autre, tu vois. Ouais, mais c'est pas petit. C'est pas petit. Je veux dire, le nombre de gens qui écoutent des podcasts. Oui, non, mais voilà, c'est ça. Il est énorme. Le nombre de gens qui écoutent la radio, de manière générale, il est énorme. Le nombre de gens qui écoutent des choses est énorme. Donc, on a toujours une tendance à se dire, il faut un peu, je sais pas. Aller innover dans chaque truc, se prendre plein de sujets parce qu'il y a plein de sujets à faire. Si on prend l'exemple du train, la billetterie train, moi je vois les choses complètement autrement. Moi je pense qu'on a fait 5% du voyage encore. Je pense que là on est clairement les leaders, mais de loin sur la connectivité aux transporteurs européens. On a 80% de la couverture 80% de l'offre européenne. Donc si on nous avait dit ça quand on a commencé en 2009, qu'on s'intéressait juste à la SNCF, même pas aux autres, des TGV et tout. Aujourd'hui c'est incroyable quoi. On est connecté à 125 transporteurs, mais même là on se dit non, il y a déjà le marché du train, il est européen, il est mondial, donc on peut toujours faire notre métier mieux. Chaque pays est différent. Donc ça c'est quand même je pense que c'est vrai pour tous les business, mais nous on est vraiment un business européen. Donc on a cette problématique de on vend aux Allemands en Allemagne, aux Italiens en Italie. On n'est pas un truc, on n'est pas dans. En fait, beaucoup nous pensent qu'on est un business de tourisme et de voyage, alors qu'en fait nous on a un business de transport. Et ça c'est la différence est fondamentale. Donc on vend localement. 80% de nos ventes sont des ventes locales de gens qui vont au boulot ou voir leur grand-mère. Et du coup, il faut qu'on s'adapte à chaque pays. Mais chaque pays, c'est un défi énorme, quoi. C'est incroyable à quel point même un Belge peut être différent d'un Français sur la façon dont il achète le billet de train. Et je me dis que tant qu'on n'aura pas une satisfaction de 100% sur chacun des pays pour chacune des cultures de chaque pays, parce qu'il parfois il y a des pays où il y a plusieurs cultures.
déjà on n'aura pas fait le job, quoi. Deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on ait 100% de tous les, donc nous on fait le train et le bus, donc il faut qu'on ait 100% des connexions. On en est encore loin, en fait, même si on en a beaucoup. Et puis on est même si voilà, on a vendu sur les 12 derniers mois, on a vendu 2,7 milliards d'euros de billets de train, quand même, c'est pas négligeable. C'est pas mal, ouais. On reste petit par rapport au marché qui est énorme. Donc voilà, je pense qu'on est jamais, évidemment, personne n'est jamais satisfait. Donc on veut toujours aller plus loin. Malheureusement. Mais nous, on veut faire cette verticale. Et on pense que derrière, si on la fait bien, d'autres business vont pouvoir se créer sur ça. Et c'est ça qu'on essaie de faire, quoi. Voilà, on fait les choses dans l'ordre. Voilà, exactement. Donc tu veux dire qu'en fait, on peut faire un business qui marche très bien et qui est très gros sans se diversifier, en quelque sorte. Exactement. Juste en capitalisant à chaque fois sur le truc que tu fais, c'est ça? Exactement. Voilà. Et on a la caractéristique d'être très de pas dépenser beaucoup. Enfin, on n'a jamais eu trop d'argent chez Captain Train. On a toujours été limite. Donc on a toujours dû faire des choix très précis. Et Captain Train, ça s'est créé, avant de la revente à la Trendline, ça s'est créé pour 5 millions d'euros. Tu penses que ça a aidé votre succès, ça, d'avoir peu d'argent? Disons que c'est pas ça, mais on avait l'argent qu'on savait utiliser. Et oui, la question c'est si on avait eu 20 millions d'euros, par exemple, on l'aurait peut-être mal utilisé parce qu'on savait pas l'utiliser. Aujourd'hui, je pense qu'on serait largement capable de le faire. Mais on a commencé par une petite levée de fonds de 100 000 euros, quoi. Puis encore 100 000 euros, puis encore 100 000 euros. Et puis après 1,3 million, après 2,5 millions. Et au fur et à mesure, on a appris à gérer ça, à faire des plans, à faire des forecasts, à bien embaucher. Mais c'est vrai que ça nous a appris la frugalité et à être sûr que on fait pas n'importe quoi et qu'on se dit pas tiens, on va faire 12 pays en même temps parce que nos investisseurs nous ont dit non, on a toujours été hyper précis sur ce qu'on faisait. Et la patience, c'est un truc que tu as naturellement? Parce que du coup ça fait rimer un peu avec patience, je trouve, quand même. Je sais pas si je suis si patient ou si on est si patient, parce qu'on est 3 cofondateurs un peu avec le même caractère. On est résilient, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'on l'a jamais. Je lâche rien. Je pense que dans d'autres domaines de ta vie, c'est pareil. Ça peut prendre du temps, mais je sais que j'y arriverai. Voilà. Okay. Donc ça c'est clair, mais par contre je suis pas si patient, non, je pense pas. Mais par contre, voilà, on a un objectif, ça sert à rien de changer d'objectif tous les 3 jours, quoi. En plus, c'est dur pour une équipe, c'est hyper dur. Ça, s'il y a une chose qu'on apprend quand on commence à manager et à mener des équipes, c'est que on change pas de plan tous les 2 mois, quoi. Faut donner un cap, quoi. Faut donner un cadre, faut donner un focus, et puis les gens viennent pour quelque chose, ils viennent pas pour une autre. Donc c'est quoi l'objectif, du coup? Là, ça m'intéresse parce que du coup, Capitaine Train, vous l'avez commencé en 2009. Au fil du temps, le produit a grossi, vous avez levé des fonds, il y a eu l'acquisition. J'ai peut-être lu n'importe quoi, mais j'ai lu que c'est dans les 200 millions, quelque chose comme ça, de la vente de Capitaine Train. Et ce que je me dis, c'est là, tu me dis, l'année dernière, on a fait 2,7 milliards on a vendu pour 2,7 milliards d'euros de billets de train. Et moi, je me dis, du coup, toi, qu'est-ce qui te motive, en fait, maintenant, comme moi, tu me dis ça, je me dis, attends, mais t'as passé tous les checkpoints, quoi, tu vois. Qu'est-ce qui fait que t'as encore envie? Là, tu me dis, on a encore rien fait, on n'est pas encore au bout, tu vois. En fait, on pense que il y a un énorme potentiel sur le train. On pense que, en fait, on est parti de. Alors, moi, j'ai un postulat qui est que tu peux partir sur n'importe quel business pour n'importe quelle raison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mauvaise raison. Nous, on est parti sur une mauvaise raison, qui était de dire, en gros, le concurrent n'est pas bon, et donc on va faire mieux. Mais c'est pas grave. Il faut prendre une raison et il faut avoir un but. Et voilà. Et au fur et à mesure, on a découvert le marché, on est passé d'outsider à insider dans le marché, et on s'est dit tiens, en fait, le marché il fonctionne comme ça. En fait, les marges elles sont plutôt faibles. D'accord, pour accéder à ça, il faut payer ça. Ah oui, tel acteur, il a fait ça historiquement. Et puis d'un coup, non. Au bout de quelques années, on connaît tout le monde et on commence à connaître les faiblesses et comment fonctionne un marché. Et là, d'un coup, boum, on se retrouve insider. C'est-à-dire qu'on fait partie du marché. Les gens considèrent plus qu'on est une petite start-up qui fait n'importe quoi, mais en fait qu'on est des gens cohérents et à qui on peut parler.
Donc on est parti sur un mauvais postulat, mais c'est pas grave. Mais par contre, on a, je pense, un but qui est très clair maintenant et qui, je pense, va rester pendant beaucoup de temps, qui est qu'on veut remplir des trains et mettre plus de trains sur les rails. On pense que le train, en fait, la problématique que d'avoir des systèmes intégrés. Donc chaque pays a eu son système intégré de train. Donc en gros, un acteur fait les rails, les trains et vend les trains. Et ça fonctionne plutôt bien quand il n'y a pas d'autres concurrents. C'est-à-dire que le train s'est créé quand le camion n'existait pas, par exemple, la voiture individuelle n'existait pas, il n'y avait que des vélos, donc effectivement le seul moyen c'était le train, donc là, bon, bah évidemment, il n'y a qu'un moyen, quoi. Et en plus pas évidemment d'internet, donc le seul moyen c'est les guichets pour acheter ses billets de train. Et puis on a un peu évolué, quoi, depuis. Le camion est arrivé, la voiture ensuite, et puis maintenant on a d'autres formes comme la voiture est arrivée après le camion. La voiture individuelle, oui, est arrivée après le camion. Oui. et du coup, bon bah voilà, le monde a complètement changé. Puis on peut en plus commander maintenant son billet en deux clics ou en deux tapes. Donc c'est un peu changé et du coup on a le choix. Et du coup, le train c'est plus forcément le truc obligatoire, alors que c'est un superbe moyen de transport. On se rend pas compte à quel point c'est incroyable de lancer des centaines de tonnes à 300 km/h d'un bout à l'autre de la France en toute sécurité. Je veux dire, c'est un truc de fou quand même. Voilà, qu'ils arrivent la plupart du temps à l'heure quand même aussi. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Ouais, malgré ce qu'on dit, parce que finalement, ça arrive quand même très souvent à l'heure les trains. Ah oui, enfin statistiquement, on n'est pas au niveau japonais, hein, mais bon, on est quand même pas mauvais. Et voilà, quand ça marche bien, je veux dire, c'est incroyable, quoi. Faire Paris-Barcelone en train, c'est un truc fantastique, quoi. C'est la vraie Europe, quoi. Et l'Europe, d'ailleurs, a été conçue comme ça, a été conçue sur ce réseau ferroviaire. Et c'était un des premiers projets de l'Europe. Et donc, bref, on pense que ce marché est sous-exploité du fait des choix politiques. Ça a été drivé par des choix politiques, et ça a été mené aussi par l'idée que de toute façon tout le monde allait prendre le train puisque les trains étaient là, quoi. C'est-à-dire, en gros, si je prends l'exemple de Paris-Bordeaux qui s'est créé là, vraiment on a toujours cette idée qu'on va poser des rails, c'est de l'aménagement du territoire. Donc on pose des rails, on se dit bon bah je vais mettre 19 allers-retours par jour et puis les gens vont le prendre. Bah forcément, c'est incroyable. À 300 km/h, les trains ils sont hyper confortables, en plus ils sont géniaux ces trains, et donc forcément que les gens vont prendre. Mais pourquoi ils iraient prendre leur voiture? Bah en fait il y a 10 000 raisons pour lesquelles ils iraient prendre leur voiture. Comme quoi? Comme ils savent pas, par exemple, quels sont les services qu'ils vont proposer dans le train. Ils savent pas que la bouffe maintenant est super bonne. Ils savent pas que les prix peuvent être corrects. Alors il y a une mauvaise. Alors ça, je pense que c'est aussi une problématique, mais très très franco-française, c'est qu'on a un flou sur le prix qui n'existe pas dans d'autres pays et tous les autres pays s'en portent très bien. C'est-à-dire, parce que qu'est-ce que tu appelles un flou sur le prix? En fait, on a plein de choses qui se superposent. On a un historique de tarifs sociaux qui se superpose à ce qu'on appelle du yield management, donc des prix qui évoluent à la hausse en fonction du temps et du remplissage. Et des cartes de réduction, et plus maintenant encore d'autres choses, des abonnements, des choses comme ça. Donc, tu dois dans les autres pays, c'est beaucoup plus transparent et stable. C'est beaucoup plus simple. Il y a quelques tarifs, okay. Et ils bougent pas, ou ils bougent très peu. Et on pense que, en fait, le truc c'est que si tu mets en place un tel système de yield management, à court terme, ça va être génial, parce qu'effectivement, tu vas jouer sur la psychologie des gens et tu vas mieux remplir les trains. Et pour un prix moyen supérieur. Donc sur le court terme c'est génial, mais dans le long terme on pense que psychologiquement ça fait que tu t'es jamais sûr de combien tu vas payer, quoi. Et donc on pense que c'est pas une bonne stratégie. Voilà. Et après la malchance de la SNCF pour le coup en la matière, c'est qu'elle est obligée d'appliquer des tarifs sociaux. Du coup, les tarifs sont d'une complexité infinie. IDTGV, par exemple, ou d'autres font du yield management, personne ne les critique. Parce qu'ils n'ont pas de tarifs sociaux, parce qu'en fait, c'est simple, quoi. On se dit, bon, bah, là, le prix. IDTGV, ils ont surtout mis en place en premier la zone sans bébé qui pleure. Ça, c'est pour moi la révolution du train. C'est-à-dire, parce que je sais pas, il y a une loi de répartition,
mathématique de en fait quoi où que tu ailles, il y aura forcément un bébé dans un siège à côté de toi, quoi, que ce soit dans l'avion, dans le train, je sais pas pourquoi, c'est comme ça, mais c'est vraiment vérifiable, quoi. Mais c'est cool les bébés. Ouais. Ah oui, parce que maintenant, en effet, ouais. Non, mais faut juste mettre des boules de caisse. Et en plus, maintenant, on a des superbes casques qui sont anti-bruit. Donc, non, mais je pense qu'il faut accepter un peu. C'est pas si, enfin, je veux dire, on va là au wagon bar. Ouais, non, mais bien sûr. C'est pas si. Moi, j'ai un casque avec, j'enlève le bruit, etc. Mais ouais, mais tout le monde a des casques maintenant, donc je sais pas, c'est pas si grave. Ça me dérangeait plus, par exemple, quand il y avait des fumeurs. Ça me dérangeait plus. Ouais. T'as connu ça, toi? Ah oui, oui. C'était quand? Ça s'est arrêté quand, ça? 2003, je dirais, un truc comme ça. Ah, d'accord. C'est pas si vieux. D'accord. Et du coup, oui, nous on pense, tu veux pousser le train. Voilà, on pense qu'on peut beaucoup plus pousser le train. On pense qu'on peut mettre plus de trains sur les rails. Le réseau il est sous-exploité partout en Europe. Donc le réseau est sous-exploité. On peut mettre plus de trains. On peut mieux remplir les trains. On peut faire accéder aussi aux touristes au train. Le train c'est le moyen pour les touristes en Europe qui est le plus fantastique pour voyager. Ah mais oui, mais comme il prévoit à l'avance, c'est ça? Voilà, c'est ça mon problème qu'on essaye de résoudre avec les autorités compétentes, c'est qu'en fait effectivement un touriste prévoit son trajet comme tout le monde. Enfin, si nous on va en Australie, généralement on prévoit pas 2 jours à l'avance. Donc c'est plutôt entre 1 an voire 1 an et demi. Avant le voyage, et du coup les trains ils sont ouverts 3 mois à l'avance, donc c'est un peu compliqué, c'est con en fait. Ils vous font Paris-Francfort. Paris-Francfort c'est très très simple à faire en train, c'est même, enfin pourquoi on prendrait l'avion, il faut en fait le touriste qui cherche, il n'a pas de train. Il a que de l'avion, donc il prend l'avion. Il dit pas il y a un train, non, il y a pas de train, il y a que de l'avion. Et tout ça, c'est des choses en fait que tu découvres qu'une fois que tu es dans le marché depuis longtemps. C'est et en fait, plus t'as de problèmes, plus on résout, plus t'as de problèmes. Ouais, c'est un peu ça, c'est vrai. Bah du coup, ça sert à rien d'aller chercher autre chose. Ouais. La pile de bugs, c'est ça. elle grossit exponentiellement, donc il n'y a pas de besoin d'aller chercher ailleurs. Attends, mais ça venait d'où chez toi? Enfin, je sais pas si c'est la bonne question, c'est d'où est-ce que ça vient, mais pourquoi est-ce que depuis que t'es parce que je crois que même ton premier stage de fin d'études où tu étais à la SNCF, tu as codé une application la première application sur Mac c'était pour avoir les horaires, je crois, quelque chose comme ça. Oui. Et en fait, à chaque fois, tu as envie de créer un nouveau truc, de lancer un projet ou de mettre une nouvelle solution. Et ça vient d'où, en fait? J'adore construire, ouais. J'adore construire. C'est, je sais pas. Tu sais pas. Je sais pas d'où ça vient, mais j'aime beaucoup créer. Et le truc incroyable, c'est qu'avant, pour créer, c'était dur, quoi. Fallait matière première et puis il fallait beaucoup de patience et puis il faut avoir accès, quoi, tout simplement à tout ça, à ces outils, à cette matière première. Et maintenant, un ordinateur qui coûte 100 balles, mais vraiment, il n'y a même pas besoin d'acheter un MacBook Pro à 2000 balles. Avec un ordinateur qui coûte 100 euros, même un ordinateur à 50 euros sur le Bon Coin, c'est un outil extraordinaire pour créer avec ses doigts, quoi, et tout est accessible. Puis maintenant on a des sites. Quand j'ai commencé l'informatique, j'ai commencé l'informatique pré-internet déjà. Et enfin, faut se rappeler que quand moi je tapais du code à 12 ans, j'achetais un magazine, je le recopiais, et si le magazine avait eu le malheur de faire une typo, ça arrivait, il faisait des typos dans bien sûr, on comprenait rien et on n'arrivait pas, enfin il fallait se démerder, quoi. Et il y avait pas d'internet, et puis il y avait pas une page de plus sur le magazine, donc fondamentalement ça a changé et c'est extraordinaire. Donc moi voilà, j'adore construire, donc ça c'est peut-être personnel. Et après, la chance que tout soit mis à disposition pour qu'on construise des choses incroyables. Et aujourd'hui, avec l'open source Internet, c'est comme si des centaines de milliers d'ingénieurs avaient bossé avant pour toi, pour que tu puisses créer ton petit truc, quoi. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que t'es pas le premier à dire ça sur le podcast, ou ce qui à dire qu'il y a énormément d'opportunités. Mais quelque chose qu'on entend beaucoup, c'est tout a été fait, faut trouver une idée incroyable, tu vois. Ah non, je suis vraiment pas du tout d'accord avec ça. Moi, plus j'avance, plus je travaille sur des vrais trucs, parce que je pense que l'erreur, c'est en tout cas, moi, ce que j'ai beaucoup fait, c'est passer énormément de temps à essayer de trouver des idées, à réfléchir. Et en fait, une fois que tu rentres dans l'action, un peu comme avec le train, une fois que tu rentres dans l'action, tu résous des problèmes, t'en as des nouveaux qui arrivent. Et là, c'est un peu la même chose.
Mais depuis que je suis rentré dans l'action, je suis assez d'accord, je suis assez rassuré sur la quantité de bonnes idées qu'il y a en fait et de bons trucs à faire. Ouais, mais il y a même pas besoin d'avoir de bonnes idées, quoi. C'est ça qui est cool. Bah, c'est ce que tu dis sur Capitaine Train. Tu dis que vous n'avez pas spécialement une bonne idée. Oui, c'était pas spécialement une bonne idée ni une bonne plus, approche. tout le monde a dû vous dire si Voyage SNCF se met à faire une bonne expérience utilisateur, vous êtes mort, etc. Ouais. Non, mais on prend un autre exemple plus simple. C'est souvent des amis qui disent ouais, moi j'aimerais me lancer, moi j'ai pas la bonne idée. Fais une boulangerie. Dire tu passes un CAP le boulanger, tu t'intéresses un peu au sujet, tu te formes ou tu t'embauches un bon boulanger et tu fais une boulangerie, et je peux te dire qu'une bonne boulangerie ça désemplit pas. Mais c'est ça. C'est comme je disais avec Mathieu Nebra d'Open Classroom, je disais je rêve d'un bon salon de coiffure, et il m'a envoyé un email, donc sûrement dans un prochain épisode je vais vous faire un retour sur ce salon de coiffure, parce que c'est hyper dur à trouver un salon de coiffure où t'arrives et à chaque fois c'est pareil, même qualité de service, même truc, tu vois. Et en fait c'est ça dont tu te rends compte, c'est que même le truc le plus basique, si tu le fais bien, mieux que les autres, bah ça marche. C'est déjà largement mieux que les autres. Voilà. Ouais. Si tu penses un peu au truc et que tu travailles, je pense que si tu as vraiment de l'application et de la passion, je pense vraiment que tu es tout de suite mieux que la moyenne, quoi. Mais statistique en fait. Mais ça, ce qui est intéressant avec Capitaine Train, c'est que vous êtes un peu le contre-pied de. Il y a quand même une grosse mythologie start-up depuis une dizaine d'années. Si ce que tu fais n'est pas 100 fois meilleur que ce qui existe, ça ne sert à rien de le faire. Et vous, ce que vous faisiez, c'était peut-être 2 fois ou peut-être 4 fois, 5 fois meilleur. Mais c'était pas, tu sais, vous n'étiez pas le Uber des billets de train en fait. Je pense que ça a été quand même une problématique. D'accord. Le fait que on n'a jamais trouvé quelque chose sur lequel vraiment on était 10, 15, 20 fois meilleur que les autres. On avait des milliers de petites choses où on était bien meilleur. C'est-à-dire que si on prend l'expérience, si on prend des petits trucs, genre on était les premiers par exemple à permettre de réserver un vélo. Avant l'opérateur lui-même, des choses, enfin c'est des petits détails comme ça, et à chaque fois on est meilleur sur plein de trucs, mais on prend toute la liste, on peut prendre toute la liste, on est meilleur. Bon, en tout cas on travaille à l'être, mais effectivement c'est la complexité de business comme ça, c'est que si t'es pas 10 fois meilleur, il faut faire un bon marketing, parce que les gens effectivement ne prennent pas la peine. Il faut qu'ils le découvrent en fait, c'est ça. Je pense qu'on a au début réussi à convaincre une fine tranche d'esthètes du design pour qu'ils aillent et puis qu'ils passent leur temps à convaincre leurs amis et leurs collègues de passer sur Captain Train. Mais ça, c'est vrai que c'est compliqué à mettre à l'échelle, quoi. Mais créer un truc qui est 10 fois meilleur, c'est quand même. Moi, j'aimerais bien que Nouvelle École ce soit 100 fois meilleur que tout ce qui existe. J'y réfléchis, hein. Mais j'ai pas le sentiment que c'est facile, quoi, tu vois. Donc ouais, non, mais je pense pas que ça doit être un but, et je pense pas que ça soit si intéressant que ça finalement. Y a pas beaucoup. C'est souvent une question de chance quand même. Oui. Donc bon, aller chercher la chance c'est toujours compliqué. Donc il vaut mieux chercher à bien faire son boulot, et à un moment la chance, on provoque la chance, quoi. Donc, je sais pas. C'est vrai qu'on a nous sur ce projet en particulier, on avait vraiment une vue très artisanale des choses, où chaque chose était bien, un peu meilleure, quoi. Et à la fin, ça fait que on peut pas passer une expérience qui est inférieure. Donc, on a une adhésion et une récurrence derrière qui est fantastique, mais c'est pas la beauté du truc. C'est pas on n'a pas un argument choc à mettre sur un site web en disant vous allez faire ça 10 fois mieux. Et ça, effectivement, c'est une problématique. Donc en fait, une de nos réponses à ça, c'est toute proportion gardée. On comparait un peu ça au Mac. C'est-à-dire que moi, quand j'étais étudiant, j'ai eu un Mac. Parce que mon coloc avait un Mac, et du coup je me suis mis à passer là-dessus. C'était lequel ? C'était un PowerBook G4. D'accord. Ok. Et qui marche toujours. Et je suis passé là-dessus, et c'est vrai que d'un coup j'avais plein d'amis qui m'avaient toujours dit ouais c'est bien, écoute, vraiment essaye, tu vas voir, c'est une autre expérience. J'avais toujours bof. Puis j'ai passé le pas un peu
par hasard. Et puis, je me suis dit, mais ouais, mais attends, c'est génial. Pourquoi tu me l'as... En gros, le premier réflexe, c'est de dire, mais pourquoi tu m'avais jamais dit? Alors qu'en fait, ils avaient passé leur temps à me le dire. Et je pense que c'est vrai. Si on prend l'iPhone, que pour le coup, tout le monde a vécu un peu cette expérience d'iPhone. En gros, les premiers qui avaient un iPhone, j'ai fait partie de ceux-là, passaient leur temps à essayer d'évangéliser les autres, à se dire, mais attends, mais t'as aucune idée de l'expérience dans laquelle on est passé par rapport à ton téléphone à touche là. Mais c'est peut-être ça qu'il te faut en fait. C'est un truc qui est assez bien pour peu de gens, pour que ces gens aillent dire aux autres, c'est tellement bien qu'il faut que tu l'utilises, non? Voilà, il faut arriver à trouver ce mécanisme où les gens vont convaincre, mais ça suffit pas. Et je pense qu'une réponse d'Apple, mais vraiment encore une fois toute proportion gardée, on n'est pas du tout dans les mêmes jeux, hein, mais c'est et une réponse qui est donnée, c'était de dire nous on fait des Apple Store. Et en fait, c'est l'exemple que je donne souvent, c'est-à-dire qu'on peut avoir passé 10 ans à dire à ses amis non mais les Macs c'est mieux, enfin vous comprendrez le jour où vous utiliserez, ils switchent pas, et un jour on voit un ami revenir avec un iPhone ou un iPad. Il dit mais attends, t'as craqué, enfin ça fait 10 ans que je te dis que c'est bien et tout. Et le type dit non mais vraiment tu devrais essayer, c'est génial, c'est fantastique, regarde cette expérience et tout. Et en fait, pourquoi il a passé le pas, c'est souvent qu'il est passé dans un Apple Store, il a pu tester, il a pu toucher, il a pu expérimenter, faire l'expérience de l'objet, et c'est l'expérience qui a fait que ah bah oui, je pourrais pas repasser à une expérience inférieure. Et c'est l'expérience qui l'a fait passer sur enfin peu importe le produit Apple. Il faut arriver à trouver ce mécanisme. Il faut arriver à trouver ce mécanisme dans le cas où on fait un produit qui est hyper poli et qui est où on a vraiment mis beaucoup d'attention à tous les détails. Et il faut arriver à trouver ce mécanisme où les gens vont. C'est un peu comme la faire rentrer dans la boulangerie, quoi. Si t'as une boulangerie Exactement, qui est meilleure ouais, que les autres. Je fais souvent ce parallèle. Ah ouais, voilà. Parce que parfois on me reproche de faire genre. Je dis ça par hasard, en fait, je l'avais entendu le dire, mais là, pour le coup, je t'avais vraiment pas entendu dire ça. Je dis souvent ça, c'est l'expérience boulangerie. Okay. C'est une super expérience que tout le monde comprend. Ouais. Donc, c'est vrai que quand ça sent bon, les personnes sont sympas, tu sens que il y a une attention qui a été faite au produit. Et puis il y a le Merveilleux juste à côté d'ici, et c'est pas vraiment une boulangerie, c'est une pâtisserie, mais alors quand t'entres là-bas, tu te dis ouais, en effet, c'est vraiment merveilleux, quoi. Tout est bien pensé, tout est bien fait, tout est bon, tout est chaud. Même la machine pour prendre l'argent, elle marche bien, elle va vite. Tu vois, tout le monde est sympa, et tu sors, tu te dis bon bah je vais revenir, c'est sûr. Voilà, même s'il faut que je fasse 100 mètres de plus, je vais revenir. Exactement. Mais il y a des gens qui sont capables de faire 10 bornes pour la boulangerie, quoi. Il faut être conscient de ça. On est dans Paris, on fait jamais ça, mais c'est vrai. Donc c'est vrai pour tout produit, quoi. On arrive près de la fin parce que je dois sortir un film ce soir. Non, mais je suis obligé de te parler d'un truc parce que je pense que c'est un truc que beaucoup en tout cas de gens qui commencent à entreprendre, auxquels ils pensent et auxquels moi j'ai pensé quand j'ai commencé à entreprendre. Et je pense que j'ai pas mal grandi en me disant soit je veux être riche, soit je veux être célèbre. Et non, mais tu vois, c'est un truc d'ado un peu, quoi, je pense. Et qui n'est plus trop le cas maintenant, même si bon, encore un peu. Je me demande, qu'est-ce que ça change à ta vie? Qu'est-ce que ça a pu changer à ta vie de vendre ta boîte? Est-ce que ça a changé quelque chose à ta vie, quoi? Est-ce que d'un seul coup, je me souviens d'avoir lu un article du fondateur de Basecamp, donc David blablabla, DHH, voilà, et qui disait que il avait attendu toute sa vie d'être millionnaire, plus ou moins, et que le jour où il est devenu millionnaire, en fait, il s'est rendu compte que ça avait rien changé, et du jour au lendemain, il s'est dit bon, bah, en fait, ça va, ça a rien changé, donc je recommence à bosser sur mes trucs en quelque sorte, tu vois. Alors ça a strictement rien changé, je pense. Alors c'est vrai que j'ai eu la chance de devenir riche du jour au lendemain, hein, pour être clair, venant d'une famille plutôt modeste, avec 4 enfants, un salaire, voilà. C'est quand même c'est quelque chose que je n'avais jamais vécu du coup. Donc c'est vrai que du jour au lendemain, le compte en banque est incroyable. Et on se dit waouh, mais finalement quand on a vécu toute sa vie de manière frugale ou simple, je vois pas pourquoi ça changerait grand chose. Alors en fait ça donne plutôt plus de liberté, et ça c'est exceptionnel. Ça c'est vrai que j'ai une énorme chance et que j'ai énormément de liberté. On a pu acheter une maison, on l'a acheté, quoi. Ça m'a posé 30 000 questions, on n'est pas allé voir une banque, bon il se trouve qu'on est allé voir une banque pour d'autres raisons, mais que justement le banquier était plutôt content de nous. Et du coup ça donne énormément de liberté. Ça me donne la liberté de faire ces 2 projets, donc École Ambition et Trust Bank, de le financer,
Trust Bank, j'ai entièrement financé pour le moment, et sans que ça soit voilà dur, ou même que je me dise bon ben voilà, j'ai une équipe de 11 personnes que je finance intégralement. Bon bah ça me donne une liberté fantastique de travailler avec ces talents-là, de se dire on va changer un truc génial, et puis voilà. Et donc ça c'est vrai que c'est exceptionnel, et je suis conscient de ma chance sur ça. Après dans la vie de tous les jours, on n'est pas, je sais même pas, enfin je veux dire, enfin c'est un peu, je pense que Buffett en parle un peu, c'est en mode bon à un moment on a des besoins simples quoi, en tant qu'humain, il faut s'habiller, manger, dormir, bon bah, j'ai un toit, je peux m'habiller, effectivement c'est... Je crois que c'est Seth Godin qui dit que tout l'argent c'est une histoire que tu te racontes, et en fait à partir du moment où tu arrives à te payer des grains de riz et à dormir avec un toit, tout le reste c'est qu'une histoire. Ouais, peut-être. Du coup, ça permet de créer des histoires en tout cas. Ça c'est top. Voilà, j'ai la liberté de démarrer des projets sans avoir besoin d'investisseurs, sans toquer à la porte de personne, en étant totalement libre de ce que je veux faire. Je peux financer d'autres projets aussi, donc ça c'est vraiment super. Surtout qu'il y a une sorte de diaspora des anciens Captain Train qui s'est créé, qui créent leurs projets. Il y a des projets super. Ça a changé ton mode de vie au quotidien ou pas? Ça a absolument rien changé. Alors, je me suis acheté une super bagnole, mais c'est tout. C'était le truc que t'avais en tête? Même pas, mais je me suis dit... Est-ce qu'on peut savoir quelle bagnole? Non, j'aime bien vivre dans le futur. Ça, c'est vrai, depuis toujours. Donc t'as acheté une Tesla? Donc j'ai acheté une Tesla. Ok. Mais c'est pas plus, je veux dire, ça apporte son lot de contraintes aussi. Ouais. Donc c'est pas pour ça que ma femme va parler parce qu'il faut aller recharger la voiture, et que c'est pas, et voilà, qu'il faut sortir de l'autoroute et blablabla. Donc ça, je veux dire, c'est pas non plus. Mais c'est vrai qu'on vit dans le futur, ça permet d'avoir cette liberté de vivre un peu dans le futur, tester des trucs, me dire ouais, s'il y a un truc qui sort que j'aime bien, bah effectivement je réfléchis pas trop, j'ai la liberté de le faire. Mais j'utilise beaucoup l'argent comme un moyen d'arriver à créer encore. Et d'ailleurs, la grosse partie de ce que j'ai sorti a été mis dans une structure qui me permet de financer les choses. À la fois mes projets, d'autres projets. On a une super loi d'ailleurs fiscale là-dessus, qui permet de sortir de l'argent sans être fiscalisé, mais qui l'oblige celui qui l'a sorti à réinvestir. C'est quand même génial, on n'en parle pas assez souvent quand même, des bonnes lois fiscales. Du coup, voilà, ça n'a pas changé. Sinon, ce que je pense, qui je suis, mais bon, toujours les mêmes potes. J'ai toujours, donc a priori, toujours la même femme qui est incroyable. Et donc non, je vois pas pourquoi je changerais quoi. Alors 2 dernières questions. La première c'est, est-ce que tu lis? Je crois que tu lis. Et est-ce que t'as un bon livre à me conseiller? Alors je la pose jamais comme ça cette question, mais là je me dis allons-y comme ça, parce que est-ce qu'il y a un truc que t'as lu dans les dernières années qu'il faut absolument que je lise? Ah non, mais je pense que tu as accès à tous les livres. J'ai pas de truc. Il y a un livre que j'adore. Il faut juste que je retrouve que j'ai lu plusieurs fois. C'est vraiment le type de livre où je prends des notes et je relis les notes. Et, ouais. C'est le type de livre que j'aime, ça. Mince, j'ai oublié le titre. The Design of Simple Things ou non? Everyday Things. Ouais. Design of Everyday Things, ouais, un truc ça. Okay. Ça c'est excellent. Bon après c'est peut-être mon passé de un peu de designer, mais en ce moment je suis beaucoup plus sur les livres de management. Je suis de vrai management. Genre high output management, ce genre de choses. Ouais, alors ça j'aime beaucoup. Le mec de Intel, c'est ça, Andy Grove. Ouais, Andy Grove. Et ça j'aime. Ça m'a fait découvrir le vrai management. C'est très. Je fais toujours très attention aux livres qui viennent des US. Pourquoi? C'est une culture très spécifique. Ouais. On n'a pas du tout la même culture du travail en Europe. Et donc il faut faire quand même hyper gaffe, parce que une tendance quand même des Américains à, quand ils sont embauchés, à se voir un peu comme des machines au service de la grosse machine quoi. Et on a un côté latin qui est
assez différents là-dessus, et du coup il y a des choses qui sont hyper dures, je trouve. Il y a pas mal, même chez Andy Grove, parfois c'est hyper mécanique, quoi. Ouais, c'est très 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 mécanique. C'est pas des choses qu'on peut appliquer telles quelles en Europe, mais il y a des choses hyper intéressantes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont quand même posé la question de qu'est-ce qui se passe si on sort du management à la papa, en mode hiérarchique, à la française, en mode j'ai un chef qui a 10 types en dessous, et je dis bien un chef, et pas un chef qui a 10 types en dessous, qui a 10 types en dessous, et qui a éventuellement des femmes en dessous, et qui obéissent au doigt à l'œil, et gros sens hiérarchique. Ça, donc il y a des gens qui se sont posé la question de comment on peut être plus productif, mais il y a quand même toujours un côté un peu pas cynique, mais en mode je suis pas là parce que je veux rendre les gens plus heureux, hein, je veux juste être plus productif. Donc j'ai trouvé que psychologiquement on était plus productif parce qu'on était plus heureux quand on était plus heureux, donc je vais essayer de faire en sorte de rendre les gens heureux, mais c'est pas une vision très très humaine ou sympa, quoi. Donc je fais toujours très très attention aux livres qui viennent des US là-dessus. Je fais très attention aux livres qui sont beaucoup trop opinionated, je sais pas comment on dit, qui ont une opinion beaucoup trop forte. Du genre Justement DHH, Rework et tout. Je trouve que c'est des livres qui sont top, mais c'est leur façon de bosser, quoi. Et on peut avoir le droit d'avoir une autre façon de bosser. Ah oui, ils sont très belliqueux pour le coup. Ils sont extrêmement belliqueux. Ils ont quand même tendance à dire que les autres font de la merde. Ouais, c'est ça. Alors que non, chacun fait son truc. Eux, ils ont commencé par faire du service, donc être une SS2I en gros, être une agence. Voilà, et du coup ils ont eu de l'argent, ils ont créé un produit, ce produit je trouve qu'il a marché, c'est des génies du marketing, et puis ils ont passé 15 ans de leur vie là-dedans, et à la fin ça donne un truc génial, mais c'est pas pour ça que c'est la voie, quoi. Chacun doit trouver sa façon de fonctionner, et c'est dommage, je trouve, de pas juste dire voilà la façon dont je bosse, vous prenez pas, faites ce que vous voulez. Mais plutôt de dire non, je travaille comme ça, les autres font n'importe quoi. Ça c'est un peu dommage, je trouve. Merci beaucoup. Non, j'avais une dernière question, c'est vrai. La question que je pose à tous les invités, c'est à la fin, c'est quel conseil tu donnerais à Jean-Daniel, donc à 20 ans? T'aimes bien être dans le futur, là je te fais un peu revenir dans le passé. Je pense qu'il faut pas je parle aussi beaucoup de barrières mentales. Je pense qu'il faut pas de barrières mentales. Je sais pas pourquoi j'en avais pas beaucoup. Peut-être que mes parents n'ont pas donné beaucoup. Mais j'ai très très peu de barrières mentales, et je pense que c'est, si tu me demandes un conseil à donner à moi-même, pardon. J'aurais plutôt dit ne pas réinventer la roue. J'aurais eu tendance à être beaucoup trop fougueux à tout réinventer. Mais si je devais donner un conseil à une autre personne, je dirais faut enlever les barrières mentales. Faut se dire qu'il n'y a pas de choses il y a peu de choses impossibles, quoi. On a la capacité de créer. On a un moment qui est incroyable dans la vie de l'humanité où globalement on peut vivre, surtout en Europe, on est quand même assez aidé socialement, on a un filet de sécurité qui est extraordinaire. Quand on a fait des études en plus, ce filet de sécurité il est là toute la vie et il est fort. Donc on a le droit, on a la chance incroyable et de pouvoir créer sans risque, quoi. Souvent, c'est vrai que souvent on a quand même cette tendance à penser que les entrepreneurs sont les entrepreneurs d'il y a 100 ans. Oui, il y a 100 ans. Tu veux dire ceux qui allaient chercher de l'or à l'ouest? Ouais, peut-être, mais tu prenais un vrai risque, quoi. Ouais. C'était ta vie, c'était ta fortune, c'était ta famille. Donc oui, il y avait un vrai risque. Aujourd'hui, il faut pas rigoler, quoi. Le mythe de l'entrepreneur qui prend du risque inconsidéré, il n'existe plus. C'est-à-dire, le jour au lendemain, si on avait raté Captain Train, on serait retourné bosser. Le risque, c'est presque de pas prendre de risque, en fait. Il y a juste pas de risque, en fait. Donc il faut enlever toutes les barrières mentales qu'on nous a quand même beaucoup inculquées, surtout dans nos éducations scolaires. Ça il faut. Alors c'est encore plus vrai dans les zones pauvres. Hein. Mais comment tu les enlèves, ces barrières mentales? Non, c'est dur. Je n'ai pas dit que c'était facile. Si c'était facile. Mais je pense avoir un début de réponse. C'est
Oui, je peux me poser la question, j'y réponds en même temps. Soyons fous, hein, on est sur mon podcast après tout. Parce que j'ai le sentiment d'avoir beaucoup avancé sur les barrières mentales. Je pense que j'en avais quand même beaucoup. Et je vois qu'en fait, T'as un exemple? Ouais, se vendre, par exemple. Je sais que je pense que ça devait être il y a 1 an et demi, 2 ans, la première fois que je me suis vendu en freelance. Et je me suis vendu 10 € pour 3 semaines de taf. Mais parce qu'à l'époque, je savais pas que je faisais du freelance. Je croyais que je montais une boîte. Mais en fait, quand je faisais un service, c'était pareil. Et je me suis dit, il faut juste qu'il paye, quoi. Absolument, il faut qu'il paye. Et en fait, c'était ridicule, 10 €. Bon, j'ai pas bossé 3 semaines, mais j'ai bossé longtemps. C'était ridicule. Mais en fait, c'est ce petit incrément qui fait qu'ensuite, j'ai pu me vendre plus et qui fait qu'ensuite, tu sors de la barrière, en fait. Et faut se donner des manières presque ridicules. J'ai le sentiment de dépasser ces barrières, tu sais, comme se faire payer 10 balles pour travailler 2 semaines. Mais en fait, une fois que tu l'as fait, c'est bon. Tu as été payé pour travailler 2 semaines. Du coup, tu peux demander un prix supérieur et ensuite demander un vrai prix. Et donc voilà, moi je pense que ça marche un peu comme ça quand même. C'est-à-dire vraiment plutôt que se dire bon, j'ai jamais monté de boîte, je vais lancer une start-up, je vais lever 10 millions et je vais conquérir le monde. Peut-être qu'il faut juste sortir son stand de limonade dans la rue et vendre des limonades. Tu vois. En fait, c'est ça, je pense. Et je peux donner un autre conseil ou pas? Oui, absolument, vas-y. C'est qu'on a tendance à être éduqué vers la compétition. Et ça, je pense que c'est hyper mauvais. On a une tendance hyper naturelle à aller vers la difficulté et vers faire mieux que l'autre. Parce qu'on a toujours été éduqué comme ça. Parce que il fallait être premier de la classe, parce qu'il fallait parce que dans un tournoi de sport, il y en a qu'un qui gagne. Et on a toujours été éduqué dans une sorte de compétition. Alors c'est peut-être plus vrai en fonction des cultures, hein, mais en France, cette réalité existe. Et du coup, il faut travailler comme des fous. Il faut être le premier. Si t'es pas major de promo, t'es pas major de promo, quoi. Ouais. Et c'est vrai un peu dans tous les trucs. Si t'es pas premier, t'es premier perdant, quoi, en fait. Voilà, c'est ça. Il y a un gagnant et que des perdants. Ouais. Et du coup, on a un réflexe qui est d'aller vers la compétition. Alors qu'on sait que c'est le truc le plus dur, on va vers la compétition. Et je pense il faut désapprendre ça. Il faut désapprendre d'aller vers là où tout le monde va. Il faut apprendre à regarder justement les zones qui sont complètement inexplorées, les business qui sont pas faits. Là, dans mon cas d'ingénieur informatique, par exemple, moi j'étais sur une technologie qui était la technologie Macintosh. Bon, c'était complètement du hasard, hein, mais on devait être, je sais pas, en 2004, on devait être 10 à faire ça en France, quoi. J'avais un quasi monopole. En fait, faut aller vers les monopoles. Je suis pas hyper fan, encore une fois, de Peter Thiel et tout, mais sur ça, je pense qu'il a raison. C'est-à-dire qu'il faut vraiment aller regarder les choses qui sont inexplorées, pas faites, là où personne ne regarde. Je pense que c'est là qui est plus intéressant, mais il faut désapprendre. C'est ça. Et en fait, c'est une autre barrière mentale, c'est la barrière, c'est le côté tribal de l'être humain, si je m'éloigne de la meute pour aller faire mon truc dans mon coin, il y a une pression très très forte j'avais encore un ami au téléphone il y a pas longtemps qui essaye de construire son projet, mais il y a quand même une pression, même non dite, même quand elle est non dite, qu'est-ce que tu fais de ta vie, t'es en train de faire le clown, nous tes parents on a envie que tu fasses un truc sérieux, que tu gagnes ta vie, tu sais. Et en fait je pense que quand tu montes une boîte, c'est rassurant de monter une start-up dans un domaine où tout le monde est, plus ou moins, genre les apps, consumer, de lever des fonds, de passer dans tes crunchs et de se dire c'est bon, quoi, je suis au même endroit. Alors que si tu vas faire un truc obscur, genre, je sais pas, faire élever des animaux différemment, je sais pas, et qu'en fait ça se trouve c'est génial, mais est-ce que tu vas y arriver jusqu'au bout, parce que le fait d'être hors de la meute, c'est quand même vraiment difficile psychologiquement. Ouais, c'est tout à fait ça. Et il y a un nombre de business qui existent en France et ailleurs, dont on n'a pas idée et qui sont des succès. Lesquels? Exceptionnels. D'accord. J'ai pas d'exemple, mais enfin, il y a plein. À chaque fois, alors là pour le coup, là on est dans la banque et dans les PME, donc on s'intéresse aux trucs. Il y a des PME en France qui font des trucs, mais voilà, qui sont spécialistes mondiaux J'ai entendu parler du spécialiste mondial du sémaphore. À quel moment? Comment il s'appelle? Parce que si mon grand-père écoute, il va aller acheter en bourse. Non, mais voilà, on pense jamais à ces business, alors qu'en fait, il y a des millions de business qui existent et qui sont hyper rentables. Il y a des vrais clients. Donc, je pense que aussi, il faut pas penser à faire une start-up. Je pense que ça aussi, c'est important. J'ai jamais créé de start-up personnellement. J'ai toujours créé des entreprises.
Et il se trouve que on était dans un secteur où il fallait être le premier, il fallait être le plus gros, il fallait éviter la concurrence, et donc on a levé des fonds, et donc on a essayé d'accélérer rapidement. Mais dans la plupart des cas, ça sert à rien. La plupart des cas, on peut juste faire son business, trouver des clients. Voilà, ça c'est très très sorti Seven Signals pour le coup, mais c'est. Non, mais bon, c'est comme ça que c'est fait quand même depuis des centaines d'années. Voilà, il y a quand même des gens qui ont réussi pas mal en faisant ça. Donc, voilà. Eh ben écoute, merci beaucoup Jean-Daniel Guyot d'être venu sur Nouvelle École. Où est-ce qu'on envoie les gens qui s'intéressent à toi, après cet épisode ou avant, et à ce que tu fais aussi? Alors sur mon Twitter, je raconte pas grand-chose sur Twitter, mais bon, parfois ça me prend. Parfois je te fonds dans le tweet. Parfois je fais même des stories parfois. Et sinon, sur en gros les 2 projets visibles, soit Trainline, soit Trust BK, ça s'écrit. Trust BK. Ouais. Et sur Twitter, ton handle, qu'est-ce que c'est? JD Guyot. Voilà. Eh ben merci beaucoup. Salut. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner sur iTunes ou Apple Podcast en cherchant Nouvelle École. C'est la première étape. Ensuite, vous pouvez encore plus m'aider en donnant une note au podcast, 5 étoiles de préférence. Ça se passe dans la section avis de iTunes ou de l'application podcast et ça aide beaucoup Nouvelle École. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre et ça me permet d'améliorer sans cesse le podcast. Merci à tous. Nouvelle École, c'est tous les lundis sans faute à 17h. À la semaine prochaine.